sera faite par Dr. Tene Christine Keita et elle portera sur les généralités sur la prévention, contrôle des infections. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous le professeur Issa Konaté, et professeur titulaire en maladies infectieuses tropicales à la faculté de médecine et de stomatologie, et aussi le docteur Sissoko Yakuba, maître de conférence agrégé en maladies infectieuses et tropicales à la faculté de médecine et de stomatologie. Et bienvenue, cher professeur et cher docteur Yakuba. Euh, Avec votre permission, nous allons donner la parole à docteur Christine pour commencer sa présentation. On va faire la présentation des invités d'honneur et de la présentatrice. Donc, nous allons faire une séance d'environ 1h30 répartie comme suit. Donc, 30 minutes de présentation sur le thème par Dr. Tenin Christine Keita, 10 minutes pour le laboratoire NIA, ensuite 30 minutes de questions-réponses et vers la fin, on donnera 20 minutes aux deux professeurs invités pour faire leurs contributions par rapport à la présentation et par rapport évidemment aux questions posées également. Donc, sur ce, nous donnons la parole au docteur Keita pour sa présentation. Oui. Bonsoir tout le monde. Merci pour la parole. Bonsoir nos chers maîtres qui nous accompagnent et merci à la 7e promotion pour cette formation médicale continue. J'espère que tout le monde me reçoit. Voilà, merci. Donc, le thème qui nous réunit ce soir, il s'agit des généralités sur la prévention contrôle des infections, qui sera présenté par moi-même, Dr. Tenek Christine Keita. Je suis infectiologue, membre de la 7e promotion du numerus clausus. Voilà, donc à la fin de cette présentation, on s'est fixé quelques objectifs. Il s'agira de décrire la prévention contrôle des infections et expliquer son importance des infections et décrire les précautions standards. Nous allons suivre le plan suivant. Après une introduction, nous allons parler de la chaîne de transmission, à la suite de laquelle nous allons voir les précautions standards et quelques précautions additionnelles à ces précautions standards. Et nous allons terminer par une conclusion. Donc, la prévention et le contrôle des infections se réfèrent aux politiques et procédures utilisées dans le but de minimiser les risques de transmission des infections, plus particulièrement dans les établissements de santé. Donc, la PCI peut se définir comme étant l'ensemble des interventions visant à prévenir et à juguler la transmission des infections aux patients, aux visiteurs et au personnel des établissements de santé. Donc, nous allons décrire d'autres items tels que l'infection. Il s'agit de l'invasion du tissu ou une partie du corps par des micro-organismes et leur multiplication provoquant des lésions ou évoluant vers une maladie par des mécanismes cellulaires ou toxiques. La prévention, il s'agit de l'ensemble des mesures qui visent à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps, selon l'OMS. Et la prévention en quoi? Il y a la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire que nous allons définir dans les diapositives suivantes. La prévention primaire, des actions qui visent à réduire la fréquence d'une maladie ou d'un problème de santé. Un problème de santé dans une population saine par la diminution des causes et des facteurs de risque. La prévention secondaire, quant à elle, il s'agit à ce stade de la prévention qui recouvre les actes destinés à agir au tout début de l'apparition du trouble ou de la pathologie afin de s'opposer à son évolution ou encore pour faire disparaître les facteurs de risque. La prévention tertiaire, quant à elle, intervient après la survenue de la maladie et tend à réduire les complications et les risques de rechute. Il s'agit d'amoindrir les effets et les séquelles d'une pathologie ou de son traitement. Donc, après la définition de ces quelques items, nous allons voir les intérêts qui tournent autour de ce thème. L'intérêt d'abord est d'abord épidémiologique parce que la prévention contre des infections contribue à la rupture de la chaîne de transmission des maladies, des infections. L'intérêt est également économique
car ça permet de réduire le coût de la prise en charge. L'intérêt est également thérapeutique, car ça permet de diminuer la résistance aux antibiotiques et offre des soins de qualité corrects aux patients. L'intérêt est enfin préventif parce que ça assure le respect des mesures d'hygiène. Donc, après cette brève introduction, nous allons continuer notre présentation par décrire la chaîne de transmission. Donc, nous voyons cette iconographie qui nous montre, qui illustre bien la chaîne de transmission. Parce que pour qu'une infection se propage, tous les liens doivent être connectés. Donc, nous voyons le pathogène, le réservoir, la porte de sortie, le mode de transmission, la porte d'entrée et l'autre susceptible. Voilà. Donc, tous ces éléments doivent être connectés les uns aux autres pour qu'ils puissent avoir une infection. Et dès lors qu'on arrive à briser un de ces liens, donc la transmission de la maladie s'arrêtera. Nous allons voir chaque élément de cette chaîne de transmission. D'abord, l'agent infectieux. Il s'agit de micro-organismes qui causent une maladie. Nous avons les parasites, les champignons, les bactéries, les virus et les prions. Donc, les plus fréquents en milieu de travail, ce sont les virus et les bactéries. Donc, leur survie dans l'environnement va dépendre de l'inoculum, de la virulence et l'augmentation du risque de transmission d'une infection. Nous allons voir après l'agent infectieux le réservoir. Donc, le réservoir peut être les usagers, le personnel ou les visiteurs, les malades ou porteurs, ou les personnes qui sont colonisées asymptomatiques. L'environnement inanimé également constitue une source d'infection nosocomiale. La porte de sortie peut être le système respiratoire supérieur, la salive, l'éternuement, la toux, le système gastro-intestinal, les selles, le vomissement. La porte de sortie peut également être le sang infecté, et le système génito-urinaire par les spermes, les sécrétions vaginales, l'infection urinaire, donc la peau, les membranes, les muqueuses, les écoulements purulents également constituent les portes de sortie de la chaîne de transmission. Comme mode de transmission, c'est l'ensemble c'est l'ensemble de la manière où le pathogène se déplace du réservoir à l'autre. Donc, il peut s'agir de contact direct ou indirect. Donc, la propagation se fait par le toucher. Donc, ici, on a pris l'exemple du choléra et Ebola. La transmission peut se faire également par les gouttelettes. Donc, la propagation par de petites ou de grosses gouttelettes. Ici, on a pris l'exemple de la méningite par Neisseria meningitidis. Un autre mode de transmission qui est aérien. Là, la propagation se fait par des micro-gouttelettes. Donc, l'exemple qui sont prises ici, c'est la tuberculose, la varicelle et la rougeole. Nous allons toujours continuer dans le mode de transmission. Ici, on s'est accentué sur la transmission par les mains. Voilà. Donc, les mains constituent le moyen le plus fréquent de transmission des germes au cours des soins. La transmission des germes d'un patient à l'autre au cours des soins par les mains du personnel soignant se déroule en 5 phases successives que nous allons voir dans le tableau suivant. Donc, il s'agit là des germes qui sont présents d'abord sur la peau du patient et sur les surfaces situées dans son environnement immédiat. Ces germes-là, dont le patient est porteur, contaminent par contact direct ou indirect les mains du personnel soignant et les germes survivent et se multiplient sur les mains du personnel soignant. Et la 4e phase, les mains restent contaminées lorsque l'hygiène des mains est déficiente. Et les mains contaminées sont à l'origine de la transmission des germes d'un patient à l'autre. Après le mode de transmission, nous voyons la porte d'entrée. Donc, le mécanisme par lequel l'agent pathogène pénètre dans l'hôte. Donc, nous avons le système respiratoire supérieur. Ça peut se passer par inhalation. Donc, le système gastro-intestinal, l'ingestion, le sang par la piqûre d'aiguille, le système génito-urinaire, le contact sexuel, la peau et les membranes, les muqueuses. Donc, la porte d'entrée, on voit qu'il y a
il y a une similitude entre la porte d'entrée et la porte de sortie. Donc, la porte d'entrée peut également être la porte de sortie. Donc, dans la chaîne de transmission. L'autre susceptible. Donc, toute personne à risque de devenir infectée par une maladie, donc, peut être un autre susceptible dans la chaîne de transmission. Donc, les catégories de personnes à haut risque d'infection. Ici, nous avons la femme enceinte, les prématurés, les patients immunodéprimés, diabétiques opérés ou en état de malnutrition. Donc, ici, on voit que la chaîne de transmission est brisée par les précautions standards. Le tableau suivant résume un peu tout ce que nous venons de voir dans la chaîne de transmission. Voilà. Donc, la voie de transmission peut se faire par contact, par les gouttelettes, par voie aérienne, et les réservoirs peuvent être une personne, donc l'environnement inanimé, le sang, voilà, les selles, les vomissements, les salives, les sécrétions, voilà, l'air expiré par une personne infectée, la porte de sortie. Donc, pas de porte de sortie, ils sont déjà à l'extérieur en cas de contact. Donc, le tableau résume vraiment tout ce que nous venons de voir dans la chaîne de transmission. Donc, le transport peut être direct, indirect, et la porte d'entrée peut être percutanée, muqueuse sur la peau, la bouche, et les muqueuses et les particules inhalées. Donc, après la chaîne de transmission, nous allons voir les précautions standards pour briser cette chaîne, pour briser la transmission des infections. Les précautions standards représentent l'ensemble des mesures qui visent à réduire le risque de transmission croisée des agents infectieux entre soignants, soignés et l'environnement, ou par exposition à un produit biologique d'origine humaine, soit par le sang, les sécrétions, les excréta et autres. Elle contribue à la sécurité des soignants soignés lors de la prise en charge d'un. Il s'agit de niveaux de pratique minimale de lutte contre les infections utilisés pour réduire le risque de transmission des agents pathogènes provenant de sources reconnues et non reconnues dans les établissements de santé. Elles doivent être utilisées pour tous les patients en tout temps. Ici, on voit que ça ne nécessite pas beaucoup de choses, mais il s'agit d'intégrer ces pratiques-là dans notre quotidien pour briser la chaîne de transmission. C'est pourquoi on insiste sur le fait qu'il faut que les précautions standards soient utilisées pour tous les patients et vraiment en tout. Donc, pour empêcher la propagation de l'infection, il faut ce qui suit. Il s'agit de l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, le port de l'équipement de protection individuelle, la protection de l'environnement, la gestion des visiteurs, les pratiques de travail sécuritaire, les pratiques liées aux interventions à domicile, les pratiques de base renforcées et empiriques. Donc, cette liste-là représente les précautions standards, donc sur lesquelles nous allons essayer de détailler un peu pour une plus grande compréhension. L'hygiène des mains. Donc, le terme hygiène des mains est une expression générique qui inclut toutes les actions posées pour rendre les mains propres. Il existe différentes types d'hygiène des mains selon la technique et le produit utilisé. Donc, nous avons le lavage hygiénique à l'eau et au savon, ça, agent antiseptique. Le lavage antiseptique, eau et savon avec agent antiseptique. La friction avec une solution hydroalcoolique et l'antisepsie chirurgicale. Après l'hygiène des mains, nous avons l'hygiène respiratoire qui permet de réduire le risque de transmission de pathogènes respiratoires dans les milieux de soins. Donc, ça cible toutes les personnes, les âgés, travailleurs de la santé, les visiteurs, et qui entrent dans l'établissement de soins et qui présentent des symptômes compatibles à une infection respiratoire transmissible ou potentiellement transmissible. Ça consiste en l'application de mesures pour contenir les sécrétions respiratoires à la source et le respect de l'hygiène des mains. Après l'hygiène respiratoire, il y a le port d'un équipement de protection individuelle. Donc, dans le port de l'équipement de protection individuelle, nous avons les gants.
Donc, les gants doivent être portés pour tout contact direct anticipé avec du sang, des liquides organiques, des sécrétions, des excrétions, des muqueuses ou à de la peau non intacte, autant chez l'usager que le personnel. Voilà. Donc, les gants doivent également être portés lors de la manipulation d'objets piquants ou tranchants. Donc, ici, ce sont les indications du port du gant lors des soins. Après le gant, dans l'épi, il y a la blouse. Donc, la blouse de protection doit être appropriée à la tâche à effectuer. Donc, elle doit assurer une protection de la peau et prévenir les souillures ou la contamination des vêtements durant la procédure ou les activités de soins. Lorsqu'un contact avec du sang ou des liquides organiques peut être anticipé. Donc, si on sait déjà que on est exposé à des contacts avec du sang ou d'autres liquides organiques, donc on prévient à l'avance le port de la blouse. Donc, il faut également savoir que les attaches au cou et à la taille, donc les fermetures au dos, la fermeture au dos, permettent d'empêcher la contamination accidentelle. Donc, il s'agira ici de bien porter la blouse lorsqu'elle est portée. Faut pas oublier de mettre l'attache au cou et à la taille. Donc, après la blouse, il y a le masque. Donc, le masque doit être porté lorsque des activités de soins à risque de générer des éclaboussures de sang, de liquide organique, de sécrétion ou d'excrétion. Le masque doit également être porté par le personnel ou toute autre personne qui présente des symptômes d'infection des voies respiratoires, conformément à l'application de l'hygiène et l'étiquette respiratoire. Donc, ici, il s'agira de porter les gants appropriés, voilà, aux soins ou à l'environnement, et par le soignant et par le soignant également. Donc, il y a la protection oculaire également qui est importante. Donc, ça doit être porté en plus d'un masque dans le cas d'une intervention ou d'une activité de soins qui risque de provoquer des éclaboussures de sang ou d'autres liquides organiques de sécrétion ou d'excrétion. Après le port de l'équipement de protection individuelle, dans les précautions standards, il y a la protection de l'environnement, qui est un élément important des pratiques de base en prévention et contrôle des infections. Elle inclut 3 éléments principaux, l'hygiène et la salubrité, le nettoyage et la désinfection de l'équipement et des instruments de soins et la manipulation de la lingerie. Voilà. Donc, toujours dans la protection de l'environnement, ici, ce tableau présente les procédures suggérées selon le type d'équipement de soins. Donc, quand le matériel est jetable ou à usage unique, donc il est directement mis dans la poubelle ou dans un contenant biorisque selon le type de déchet. Maintenant, lorsque le matériel est réutilisable, donc ici, il s'agira de savoir si le matériel il est critique, semi-critique ou non critique. Donc, dans ce cas, la procédure suggérée est différente à chaque fois. La gestion des visiteurs. Donc, l'évaluation du risque infectieux associé à la présence de visiteurs. Ça inclut également les enfants. Est nécessaire afin de prévenir l'introduction de maladies infantiles ou encore d'infections communautaires. Cette évaluation est particulièrement importante dans les unités de soins où séjournent des usagers hautement réceptifs aux agents infectieux, ainsi que ceux à risque de complications. Ici, les visiteurs sont définis comme étant toute personne qui se présente pour une courte période auprès de l'usager et qui ne participe pas aux soins, même si ceux-ci peuvent être un vecteur des infections. On voit que le risque est inférieur comparé à celui du personnel de soins en raison de la nature des interactions avec l'usager qui n'est pas vraiment important. Les pratiques de travail sécuritaire. Donc, ici, ça vise principalement à prévenir l'exposition des travailleurs à des pathogènes transmissibles par le sang,
oui, notamment lors de la manipulation et de la disposition du matériel piquant ou tranchant, du transport du spécimen. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. D'accord, merci. Il s'agira également de prévenir la contamination croisée par une gestion adéquate des déchets biomédicaux infectieux, ainsi que la manipulation sécuritaire des solutions et médicaments injectables. Donc, après les pratiques de travail sécuritaire, il y a les pratiques liées aux interventions à domicile, donc qui est également un élément à considérer dans la prise en charge des usagers dans la communauté. Donc, certains facteurs favorisent la transmission d'infections à l'extérieur des milieux de soins. Il s'agit du nombre important d'actes invasifs et réalisés en clinique ambulatoire, dont certains suivis sont effectués à domicile. Le raccourcissement de la durée des séjours hospitaliers. Il faut vraiment que cette partie des précautions standards doit également être bien assimilée parce que les soins qui se passent à domicile doivent vraiment suivre les mêmes règles que lorsque le patient est considéré comme étant dans un centre de santé pour que pour ne pas propager l'infection, ne pas contaminer ce patient ou prendre les infections chez ce patient et le transmettre à d'autres. Enfin, pour les précautions standards, nous avons les pratiques de base renforcées et empiriques. Voilà, donc il s'agit de l'hygiène des mains avant et après tout contact avec l'usager et son environnement, le port des gants pour tout contact avec l'usager et son environnement, le port de la blouse lors de contacts physiques importants avec l'usager ou lors de présence d'un risque d'éclaboussure, désinfecter l'environnement et le matériel qui a été en contact étroit avec le patient dans la zone de soins. Donc, avec les pratiques de base renforcées empiriques, donc cela clôture les précautions standards. En plus des précautions standards, nous allons voir les précautions additionnelles à ces précautions standards. Donc, ce sont des précautions en complément des précautions standards en cas de suspicion ou présence de portage de micro-organismes qui font l'objet de recommandations en hygiène. Donc, il s'agit ici de prendre au cas par cas. Ici, nous allons nous allons prendre quelques exemples dans les cas où on doit faire des précautions additionnelles en plus des précautions standards. Donc, la question ici qui se pose, quand est-ce qu'il faut appliquer les précautions additionnelles? Donc, lorsque on soupçonne le patient, voilà, ou les patients qui ont une infection confirmée par un agent pathogène hautement transmissible, un agent pathogène considéré autant du point de vue épidémiologique, ou une situation clinique qui empêche l'application systématique des précautions standards. Donc, dans ces différentes conditions, on est obligé d'apporter des précautions additionnelles pour briser la chaîne de transmission. Les précautions additionnelles doivent être mises en place de façon empirique selon la présentation clinique et les pathogènes les plus probables, en attendant les résultats définitifs des analyses microbiologiques. L'application des précautions additionnelles appropriées dès qu'une infection transmissible est suspectée diminue grandement la possibilité de transmission. Donc, ici, ça peut être les contacts directs ou indirects, la projection de gouttelettes, la voie aérienne. Donc, dans tous ces cas de figure où on suspecte qu'il soit incriminé dans la transmission d'une pathologie, des précautions additionnelles doivent être appliquées avant d'être sûr du mode de transmission de la maladie en question. Pas choisir les précautions de contact. Voilà, chez un patient connu ou suspecté d'être infecté et ou porteur d'une maladie transmissible,
par un contact avec le patient ou son environnement et ou son équipement. Ici, on a pris l'exemple de la maladie à virus Ebola, la fièvre Lassa, l'adénovirus, une plaie infectée par le streptocoque A, conjonctivite virale, infection à virus respiratoire syncytial, la varicelle, zona. Donc, dans tous ces cas, nous allons choisir des précautions de contact additionnelles, des précautions standards pour prévenir la propagation. Quand choisir les précautions de gouttelette, donc on choisit cette précaution additionnelle chez un patient connu ou suspecté d'être infecté et ou porteur d'une maladie transmissible par des gouttelettes respiratoires. Quelques exemples qu'on a cités ici: pharyngite, coqueluche, diphtérie, méningite, orion, rubéole, Ebola également. Prendre un exemple de précaution additionnelle qu'il faut prendre en plus des précautions standards. Donc, il s'agit ici de la gestion des corps de la maladie hautement infectieuse. Donc, ici, le but, c'est de rompre la chaîne de transmission des infections d'une personne décédée d'une maladie hautement infectieuse à une personne saine ou à l'environnement. Donc, l'objectif, c'est de prévenir le risque de transmission des germes infectieux, le lieu dans la communauté et la structure de santé. L'indication, c'est lors de décès d'un cas confirmé ou probable d'une pathologie, voilà, hautement infectieuse. Donc, les étapes d'inhumation dans la dignité et en toute sécurité. La première étape, c'est avant le départ, composer de l'équipe et préparer les désinfectants. La deuxième étape, c'est de réunir tout l'équipement nécessaire donc, pour l'inhumation. L'étape 3, arriver chez le patient décédé, il faut préparer l'inhumation par la famille, évaluer les risques individuels complets. Voilà, ici, il ne s'agira pas de choisir l'équipement au cas par cas. L'équipement complet doit être porté par les personnes qui vont qui vont participer à l'inhumation. L'étape 5 consistera à placer la dépouille dans la housse mortuaire. L'étape 6, placer la housse mortuaire dans un cercueil lorsque cela correspond au contexte culturel, bien sûr. Et ensuite, on désinfectera l'environnement familial et on retirera l'épi et gérer les déchets en application des mesures d'hygiène des mains pour clôturer. Ensuite, on va transporter le cercueil ou la housse mortuaire jusqu'au cimetière. L'inhumation au cimetière. Donc, il s'agira de placer le cercueil ou la housse mortuaire dans la tombe. Inviter la communauté à prier afin de dissiper les tensions et d'offrir un moment de paix. Donc, retourner à l'hôpital ou dans les locaux de l'équipe. Donc, voilà quelques étapes qui constituent maintenant lorsque on est face à un décès suspect ou confirmé d'une pathologie, d'une maladie hautement infectieuse. Donc, c'est un exemple de précaution additionnelle pour illustrer ce qu'on s'était dit. Maintenant, dans les précautions additionnelles, il y a le triage qui est un élément vraiment très important de la prévention contrôle des infections. Donc, le but du triage, c'est de prendre en charge rapidement les cas graves ou contagieux. Donc, ces objectifs, c'est d'identifier toute personne présentant une affection contagieuse et les cas graves menaçant la vie, de déterminer le service approprié pour la prise en charge du patient, de limiter la propagation de l'infection chez les malades, les accompagnants, les visiteurs, le personnel soignant, ainsi qu'au niveau du grand public. Donc, le lieu, c'est dans la communauté, les services de santé, et c'est tous les jours, 24 heures sur 24. Donc, après, c'est les précautions additionnelles. Donc, nous allons résumer les précautions.
La précaution contre les infections est l'élément clé de la rupture de la propagation des infections dans les milieux de soins et en dehors dans la communauté. Donc, la mise en œuvre des précautions standards est le pilier de la prévention contre les infections. Et les précautions additionnelles assurent la rupture de la propagation des infections au niveau de la communauté. En conclusion, la prévention contre les infections est une des meilleures armes contre la propagation des infections dans la communauté et surtout dans les milieux de soins. Ça concerne tout le monde, y compris les visiteurs et les accompagnants. Ça nécessite des moyens à disposition pour la bonne mise en œuvre et ça appelle à un changement de comportement durable. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Christine Keita, pour cette présentation. Nous allons cependant, et après les 10 minutes, on va passer à la phase des questions-réponses. Puis, on va terminer par donner la parole à nos invités d'honneur, les 2 professeurs. Et évidemment, on voit d'autres professeurs en ligne s'ils veulent intervenir aussi. Merci beaucoup, Modibo Diarra, représentant du laboratoire NIA, pour votre présentation. Vous avez été très brève et vous avez permis une économie de 3 minutes. On vous en remercie pour ça. Et la suite, on va passer à la phase des questions-réponses. Donc, les participants peuvent poser leurs questions directement dans le chat ou demander lever la main pour poser leurs questions. On va prendre 5 intervenants au maximum, vu qu'on est un peu limité par le temps. Ensuite, Dr. Keita passera pour répondre à ces questions. Les participants, vous pouvez poser vos questions. Bon, ma question, c'est... merci d'avoir de me donner la parole. Donc, ma question, c'est quelles sont les maladies à déclaration obligatoire, les maladies infectieuses à déclaration obligatoire actuellement au Mali? OK. Et Modibo aussi? Donc, maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les précautions prises parce que tout récemment, nous avons appris maintenant des cas de COVID maintenant et aussi des cas d'infection là. On n'a pas bien Donc, saisi la maintenant, question. Je dis maintenant, quelles précautions maintenant vous avez pris maintenant pour pouvoir remédier maintenant à cette situation-là? Parce que nous avons appris maintenant qu'à la Mecque, donc il y a eu autre forme d'infection. Donc, il y a eu aussi des cas maintenant testés positifs au Mali là. Des cas de? Donc, maintenant, quelles sont les précautions que l'État a prises ou maintenant le ministère a pris aussi par rapport à des cas de COVID, donc, ainsi que d'autres aussi infections là, non maintenant identifiées, je ne sais pas. Parce que j'ai appris comme ça. Donc, qu'est-ce que le ministère a pris comme précaution? OK. Dans le chat, il y a une seule question, c'est Ama Sangare qui veut un mot sur la nouvelle variante de la COVID-19. Modibo Doumbia, vous pouvez activer le micro et poser votre question aussi. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, et bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, c'est de remercier la la 7e promotion pour cette initiative. À mon avis, je pense que je suis à mon 4e webinaire qui est une activité scientifique à encourager. De passage, je remercier le professeur Issa et le professeur Sissogo pour l'accompagnement et dire que vous devez continuer sur cette voie parce que le pays en a besoin. Pour les mesures prises, c'est d'appeler tous les médecins à respecter les mesures barrières parce que nous traversons des moments où les frontières sont poreuses et que les maladies infectieuses sont des manies portées. Et donc, c'est le lieu de remercier très sincèrement la Société de maladies infectieuses qui nous a beaucoup soutenu, le ministère de la Santé, durant la pandémie de COVID-19 et qu'aujourd'hui, vous êtes les soldats de la santé. Le ministère de la Santé n'aménagera aucun effort pour vous mettre dans les meilleures conditions pour que nous puissions faire face à cela. Et donc, pour dire que les laboratoires sont prêts, les médecins sont aussi prêts. Pour le moment, la situation n'est pas alarmante. Elle est sous contrôle et on s'informe auprès de nos services techniques pour que dès que nous avons les cas, pour que la situation puisse être prise en charge. Et dire qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé s'apprête à organiser les états généraux de la santé. Que vous devez
se transformer en force de proposition parce que vous êtes appelés à nous soigner dans les prochains jours. Docteur Amadou Gambi a une question. Il peut activer le micro pour poser sa question et c'est le dernier intervenant qu'on va prendre dans la liste des questions. Ensuite, nous allons passer la parole aux différents professeurs qui sont nos invités. Merci, Dr. Sambo, de nous avoir donné la parole. Félicitations à Dr. Christine. Nous tenons à remercier Dr. Christine pour sa démonstration sur la question. En fait, nous voulons soulever un point ici qui est l'utilisation des téléphones portables dans nos différents services et pour moi qui est un agent vecteur qui véhicule carrément les infections de l'hôpital à la maison. Donc, nous voulons savoir s'il y a des recommandations faites par rapport à ceci, si Dr. Christine peut nous faire des petites recommandations. Merci, Dr. Gambi, pour cette question. Donc, on va se limiter avec ces 5 questions pour l'instant et nous allons... Sako, avant de passer au professeur, il y a une question dans le chat que tu n'as pas mentionnée. C'est Dominique Arama qui demande si elle peut revenir sur la notion de protection de base renforcée et empirique. Il semblerait qu'elle n'ait pas bien suivi cette partie. Donc, oui, Dr. Keita a été déconnectée. Elle vient de m'appeler, c'est professeur Sissoko. D'accord. Donc, elle n'arrive pas à se reconnecter, quoi. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'on va aller vite et je vais attirer l'attention des participants que vraiment on a été honoré par la présence de beaucoup de nos maîtres, notamment le professeur Sungalo Dao, il s'était connecté, le professeur Abdelaziz Diakité, le professeur Bakary Tchentigi Dambélé et le professeur Sima, et qu'ils étaient tous là, en plus de nos 2 professeurs invités, à savoir le professeur Yacouba Sissoko et le professeur Konaté. Donc, vu que Dr. Keita a un souci de connexion, nous allons passer directement la parole au professeur Yacouba Sissoko et au professeur Konaté pour répondre aux différentes questions à la place de Dr. Keita et aussi faire des contributions par rapport à la présentation. Et je vous laisse la parole, cher maître. Professeur Issa? Oui, professeur Sissoko. Ouais. Je peux commencer ou bien? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Bon, merci tout d'abord aux organisateurs de cette activité, notamment à savoir la 7e promotion du numerus clausus. Cette initiative rentre en droite ligne du serment que nous avons prêté, du serment de médecin, celui de faire, de remettre à jour nos connaissances. Et je crois que dans les nouveaux serments qui ont été édités, ça fait partie. Merci à Dr. Christine pour la clarté. Oui, tu parlais du serment. Tu parlais du serment. Ah, ok. Non, je disais que dans le serment, on insiste sur le fait que le médecin s'engage à se former de façon continuelle. Donc, cette activité rentre dans ce cadre et j'exhortais les autres promotions à faire pareil, tout en adressant mes félicitations et puis en souhaitant bonne continuation à la 7e promotion. Donc, je voudrais, pour revenir au thème du jour, remercier Dr. Christine pour la clarté de sa présentation et surtout la structuration qui nous fait montrer d'abord qu'il s'agissait de reconnaître la chaîne de transmission des pathogènes et ainsi de pouvoir rompre cette chaîne de transmission à travers la prévention. Ça, c'est avant que la maladie ne vienne ou bien maintenant quand la maladie est là, le contrôle de ces infections. Donc, la PCI, prévention, contrôle de ces infections. Et pour ceci, elle nous a montré qu'on avait des précautions standards qu'on devait adopter en tout lieu et en tout temps. Et ensuite, maintenant, dans des cas particuliers, il y avait des précautions complémentaires à y ajouter. Donc, c'est un peu ça, cette présentation, et je pense que tout le monde a eu son compte là-dedans. Et ce qui... des questions. Effectivement, oui, il y a eu... Moi, j'ai noté réellement 2 questions. Oui. 2 questions. Une question qui demandait les déclarations obligatoires et les maladies à déclaration MADO au Mali. Il fallait avoir et partager. Mais je dirais de façon générale, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être de partager les documents qu'il y a dessus avec tout le monde pour qu'on puisse savoir et puis aussi savoir comment déclarer ces maladies.
Mais quand même, on retient en gros 36 maladies, hein, à peu près, parce que ces maladies-là, c'est ces maladies qui entraînent des actions urgentes en santé publique. C'est ça l'intérêt de la déclaration obligatoire, pour qu'on puisse faire prendre des mesures pour prévenir leur expansion en termes de santé publique. Donc, voilà, je peux dire, comme exemple, actuellement, nous traversons en décembre, depuis le mois de septembre 2023, la dengue, hein, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Mais en dehors de cela, il y a des maladies qui sont plus ou moins connues depuis, telles que le choléra, qu'il faut déclarer également de façon, ça survient de façon épisodique plus fréquente. Donc, un seul cas de choléra, c'est une épidémie, donc il faut la déclarer le plus fréquemment possible. Mais on a un ensemble quand même d'une trentaine, à peu près 36 maladies qu'il faut déclarer de façon rapide pour qu'on puisse prendre les mesures. Maintenant, la deuxième question, c'est l'utilisation des téléphones portables dans les structures de santé. Et effectivement, c'est des risques encore accrus. Et je pense que d'après la présentation du docteur Christine, on a parlé surtout du lavage des mains ou bien du nettoyage, de l'hygiène des mains. Effectivement, dans les précautions contact, le téléphone intervient beaucoup. Et vous vous rappelez, au temps de Covid, on avait dit de nettoyer les téléphones, les ordinateurs, et il y avait des substances pour les nettoyer de façon fréquente. Le mieux serait même d'éviter d'amener ces outils, hein, ces équipements en zone de soins. Hein, il y a dans nos structures, on a des zones de bureautique, des zones et des zones de soins. En plus des précautions de l'environnement par rapport à cela, le nettoyage, il faudrait carrément bien séparer ces choses. Moi, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ceci dit, j'aimerais juste apporter quelques compléments par rapport à la présentation de Dr Christine. Quand on parle de PCI, effectivement, souvent, si on ne prend pas garde, on peut avoir tendance à penser seulement aux infections associées aux soins, aux structures hospitalières, mais ça va au-delà de cela. Hein. Ça va dans la communauté, elle l'a dit par moment, mais c'est très lié à un autre programme. Ça faisait même partie, c'est le règlement sanitaire international. Ça rejoint un peu la question sur les maladies à déclaration obligatoire. Vous vous rappelez tous qu'au moment de Covid, il y avait eu au moment d'Ebola, il y avait eu des postes au niveau des frontières, les cordons. Donc, c'est en lien avec le règlement sanitaire international, la prévention et le contrôle des infections. Il faut que nous ayons ça en tête, ce n'est pas seulement dans les structures de santé. Et l'OMS, d'ailleurs, recommande à ce qu'il y ait un programme par rapport à la prévention et au contrôle des infections qui sera en relation avec les programmes tels que le règlement sanitaire international et en plus de cela, le programme de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Donc, c'est un peu ça. Parce que les infections, c'est vrai qu'il faut rompre la chaîne, mais encore plus les infections à germes résistantes ou multirésistantes. Donc, c'est un peu cela que je voulais apporter comme complément. Et pour cela, je voulais partager en dernier point une petite histoire récente avec les confrères. C'est juste pour savoir comment ils auraient réagi dans de telles situations. C'est une structure de santé de Bamako qui nous a contactés parce qu'ils ont diagnostiqué chez un malade une infection multirésistante. Donc, l'idée, c'était de rapidement nous l'envoyer au service des maladies infectieuses du CHU du Point G. Le malade était hospitalisé dans cette structure et dès que le diagnostic a été posé, ils n'ont pas eu ils ont fait l'antibiogramme, le germe était multirésistant plutôt, ils voulaient nous l'envoyer. Qu'est-ce que l'auditoire partage et pense de cette situation? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous vous remercions. C'était ce que nous pouvons apporter à cette belle initiative. Merci. Merci, professeur Cicero. En ce moment, nous allons donner la parole au professeur Konaté pour faire aussi ses apports. Professeur Konaté, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Nous remercions du passage le professeur Cicero. Et
Dr Christine par rapport à sa belle présentation. Également, félicitons la 7e promotion pour cette belle initiative et surtout cette présentation de ce soir qui porte sur un thème aussi d'actualité et très important, comme le professeur Sissoko vient de le souligner, même par l'OMS. Il souhaiterait que dans tous les hôpitaux, en tout cas toute structure de santé, qu'il y ait même un département, n'est-ce pas, de la prévention, contrôle des infections. Et cette prévention, contrôle des infections constitue en fait le socle de la prise en charge, n'est-ce pas, au niveau de nos structures. Et elle devrait impliquer plusieurs niveaux, à savoir d'abord l'administration. Quand vous avez vu la structuration de la présentation de Dr Christine, vous allez voir que l'administration devrait jouer un rôle en mettant des locaux appropriés, n'est-ce pas, à disposition, et tous les autres moyens qui peuvent en tout cas contribuer à faire une bonne hygiène, que ce soit des mains ou bien même des locaux ou de la locomotive également. Ça devrait concerner les praticiens qui devraient en tout cas prendre toutes les précautions, d'abord standards, comme on l'a dit, qui devraient être appliquées à tout niveau, à tout instant et pour tout malade. Également, ne pas oublier le personnel de soutien, parce que le plus souvent, nous voyons nos patients qui sont portés par des brancardiers. Est-ce qu'ils sont informés qu'ils peuvent en tout cas prendre des germes chez un patient et aller les transmettre à un autre patient en les transportant soit pour aller faire une imagerie quelque part, ou et même lorsqu'ils ne prennent pas les précautions de se faire infecter. Donc, cela est extrêmement important. Et du côté aussi de l'administration, il faut dire aussi que le poids, le plus souvent aussi, du travail, ça, c'est un élément aussi qui devrait sortir, parce que si vous avez 20 patients hospitalisés dans un service et qu'il y a seulement 1 ou 2 infirmiers qui devraient faire des soins, en prenant par exemple l'exemple de notre service où les soins sont très lourds, où on devrait administrer peut-être 3 ou 4 injections par malade et par 24 heures, vous voyez déjà qu'à un moment donné, le personnel est essoufflé et une fois qu'on est essoufflé, on ne prête plus attention et là, on peut effectivement faire des gestes qui ne sont pas appropriés. Donc, et ça a été dit également, ces précautions-là ne devraient pas se limiter seulement aux structures de santé. Parce qu'on pense que c'est à ce niveau seulement. Mais on devrait aller au-delà de ça. Donc, PCI qui englobe également, où on peut parler d'infections associées aux soins, comme vous avez vu, aujourd'hui, le thème est devenu beaucoup plus large et va au-delà, n'est-ce pas, de la structure de santé. Et même tout ce qui est lié maintenant à la prise en charge, n'est-ce pas, peut engendrer une infection associée aux soins. Donc, quant maintenant à les précautions additionnelles, vous avez vu, donc il est très important, ces précautions sont adaptées surtout au mode de contamination des différentes pathologies. Donc, une maladie qui va se transmettre par voie aérienne, donc vous verrez des précautions, on va demander peut-être de porter des masques ou autres. Maintenant, une pathologie qui va se transmettre par le contact, donc vous allez voir maintenant l'hygiène des mains, et l'hygiène même des corps dont elle a eu à parler, donc, et même les ustensiles, le matériel autour du patient, donc va être très important à ce niveau. Donc, la connaissance d'abord de ces pathologies aussi, de leur mode de transmission, vont nous guider par rapport aux précautions, n'est-ce pas, à prendre. Et également au niveau des soins. Comme nous avions eu à le dire aussi, il faut que ces soins soient appliqués, n'est-ce pas, de façon correcte, et avec les mesures nécessaires. Lorsqu'on doit faire, par exemple, elle a parlé de ça aussi, une ponction et qu'on sait qu'il peut y avoir des éclaboussures, donc on se devrait maintenant de prendre des précautions pour protéger les yeux, pour protéger les muqueuses. C'est juste quelques exemples que nous voulons dire, sinon elle a presque déjà tout dit. Donc, à ce qui concerne maintenant la question par rapport aux maladies à déclaration obligatoire, le processus, on l'a dit, peut-être qu'on va essayer de chercher la liste et mettre à disposition. Elle est très large, mais d'une manière générale, il s'agit de toutes les pathologies le plus souvent qui sont sous surveillance. Donc, à titre d'exemple, on a parlé de choléra ici, dengue, Covid, le méningite, donc ainsi de suite. Donc, les pathologies maintenant qui sont sous surveillance sont des pathologies qu'on devrait déclarer obligatoirement.
au niveau des structures pour que des précautions urgentes puissent être prises pour éviter, n'est-ce pas, la propagation de l'infection ou souvent adapter, n'est-ce pas, la prise en charge. Donc, concernant le téléphone aussi, professeur a dit, mais ce qu'on voudrait dire, comme on l'a dit déjà, au niveau de l'administration, ça peut aller même au-delà de l'administration, hein, peut-être les autorités, les hautes autorités, parce que quand on doit parler de la construction des locaux, donc il devrait y avoir des règles précises, c'est-à-dire la tenue qu'on a portée pour quitter la maison ne devrait pas être notre tenue de travail. De même, il devrait y avoir des salles, quand on quitte la maison et qu'on arrive là-bas, qu'on devrait quand même se débarrasser de tout ce qu'on a amené comme élément avant d'approcher les malades. Et quand on finit, on pratique une hygiène avant de venir porter les habits qu'on avait. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, effectivement, arrivent avec la tenue de la ville et on va voir, on va dans les salles, on fait les soins avec cette même tenue, peut-être une blouse portée sur ça, mais pas de façon appropriée aussi. Et il va de soi avec le téléphone qui est manipulé. Donc, vous voyez déjà, donc ça va être des moyens pour véhiculer, n'est-ce pas, les germes. Donc, ce téléphone, à défaut de se débarrasser, de le garder loin de toi, devrait être gardé à un niveau où il ne devrait pas être en contact avec les malades. Quand vous finissez de faire les soins, de vos activités, parce que ce n'est pas que les soins, vos activités de la prise en charge, donc en ce moment, vous avez appliqué une hygiène correcte et en ce moment, vous pouvez venir, n'est-ce pas, prendre votre téléphone. Et quand on essaie de voir, la PCI, d'abord dans nos pays, est très importante parce que lorsque la prévention contrôle infection n'est pas respectée, il y a des conséquences. Elle en a parlé, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'un patient qui va arriver avec un paludisme diagnostiqué, malheureusement, il va contracter peut-être un sepsis dont la prise en charge va devenir beaucoup plus lourde et qui va nécessiter encore un séjour aussi beaucoup plus long. Donc, vous voyez déjà. Et le fait que ces infections à répétition surviennent, on serait amené à utiliser une antibiothérapie de façon abusive et le plus souvent inappropriée, et ce qui va être facteur aussi d'un phénomène aussi très important qui constitue un fléau aujourd'hui, à savoir la résistance des microbes aux antimicrobiens. On sait aujourd'hui dans tous les hôpitaux, il y a des germes qui sont connus, dont souvent quand on entend même parler, dans certains services, je parle sous couvert des réanimateurs s'ils sont là. Donc, il sait qu'il y a de ces germes qui se trouvent au niveau de ces services de réanimation, bien dans nos blocs, donc qui constituent des casse-têtes. Quand on parle d'eux seulement, on a peur. En service d'urologie, par exemple, quand on parle d'Escherichia coli, vous allez voir maintenant que le germe, il est résistant par rapport à tout. Donc, la PCI, nous revenons encore pour dire que c'est vraiment le socle de la prise en charge et ça devrait être vraiment pris au sérieux. Et lorsque vous avez réfléchi et porter votre thème sur ça, cela nous est vraiment beaucoup enchanté et nous voudrons vous féliciter une fois de plus et se limiter là parce qu'il fait déjà un peu tard pour ne pas trop abuser. C'est pour dire que nous vous remercions encore. Nous remercions aussi nos maîtres qui étaient connectés et vraiment saluer tout le monde et souhaiter que cette initiative puisse continuer et demander même aux autres promotions vraiment de faire de même. Parce que après les bancs, c'est vraiment ces forums, ce genre de forums qui va nous permettre, n'est-ce pas, de se perfectionner et encore de voir les détails. Parce qu'il y a certaines choses qu'on parle dans ces forums qu'on n'entend pas en classe. Donc, c'est vraiment dans la pratique de tous les jours qu'on va les voir. Donc, merci à vous tous et nous vous remercions aussi vraiment d'avoir porté votre choix sur nos modestes personnes, à savoir notre maître, le professeur Sissoko et nous-mêmes, vraiment pour être des invités par rapport à cette présentation et nous vous remercions pour cette confiance. Nous serons toujours à disposition aux besoins si Dieu le veut. Merci à tous et bonne soirée. Merci, professeur Konaté, et merci au professeur Sissoko. Ce n'est pas encore fini, on a dans le temps, on a encore quelques minutes. Et le professeur Sissoko a laissé une question dans le chat, en tout cas ouvertement, et j'ai mis sur le chat pour que les uns et les autres puissent répondre à ça.
Mais avant de passer à ça, il y a la main du docteur Kane et du docteur LD. On peut leur donner aussi l'occasion de poser leurs questions vu qu'on est dans les temps. Donc, docteur Kane Fousseni, vous avez la parole pour poser votre question. Merci beaucoup, docteur Sako. D'abord, bonsoir au professeur Sissoko et bonsoir au professeur Konaté. Et merci pour avoir accepté d'être présent ce soir. Et ma question est surtout concernant la présentation de docteur Christine Keita, c'était est-ce que notre État ne devrait pas aussi beaucoup plus investir dans la recherche, surtout pour mener beaucoup d'études de séroprévalence autour de ces maladies. Je sais que surtout le professeur Sissoko et le professeur Konaté au niveau du service des maladies infectieuses en font beaucoup, mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire de renforcer surtout autour de ces maladies, parce que nous avons remarqué que des fois, avec la réémergence de ces maladies, de ces épidémies, nous avons l'impression que ces épidémies tournent autour de nous, mais sans qu'on se rende compte, tel que l'exemple que vous avez pris avec la dengue qui est aujourd'hui là, alors qu'on a eu déjà une première épidémie en 2019. Merci beaucoup. Et LD, vous pouvez aussi poser votre question vu qu'on est dans les temps. Ok, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui, on vous écoute. Je pense que je suis entendu. Oui. Alors, je suis docteur Lassana Diakité, je suis un DS. Alors, je remercie d'abord la 7e promotion du NURIS et les différents présentateurs. Et je remercie tous les participants. C'est une activité à encourager, c'est tout. Ma question, c'est sur un exemple de pathologie qui est très fréquente chez nous, la prévention, par exemple, des diarrhées. C'est un patient qui présente des diarrhées. Quelles sont les mesures préventives à prendre, non seulement pour le personnel et pour le patient, pour réduire le risque de transmission aux autres patients? Alors, et cette prévention, est-ce qu'elle doit être systématique lorsqu'un patient a la diarrhée, ou elle doit se faire après le diagnostic posé, par exemple, à Clostridium ou à d'autres germes? Je vous remercie. Merci, LD. C'est une très bonne question, votre intervention. Et nous allons redonner la parole à nos différents maîtres, professeur Sissoko et professeur Konaté, pour répondre à ces questions. Oui. Excuse-moi, j'ai la main levée. Ah, comme vous avez dit que vous n'avez pas de questions la fois passée. Non, mais ça, c'était la première fois. Ok, donc vous avez la parole et vous êtes le dernier intervenant parce il nous reste 15 minutes au total. Ok, merci beaucoup. Je vais être bref. Ma question fait suite à l'intervention de nos deux chers maîtres. Moi, je voudrais savoir, est-ce que l'écologie microbienne de nos hôpitaux sont connues? Est-ce qu'il y a une écologie microbienne de nos hôpitaux ou bien une cartographie des germes retrouvés dans nos hôpitaux? Est-ce que c'est connu? Secondairement, plutôt la deuxième question est de savoir, compte tenu de la prescription abusive souvent des antibiotiques qui sont souvent à l'origine de quelques résistances, même si c'est pas les seuls facteurs, je voudrais savoir, est-ce que il serait pas mieux que ou bien est-ce qu'il y a des actions qui ont été entreprises dans nos hôpitaux pour que les infectiologues quand même soient associés souvent dans la prescription des antibiotiques dans certains cas? Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises par le service d'infectiologie dans ce sens? Donc, c'était des questions. Si c'est pas bien noté, je peux les reprendre. C'est bien noté. C'est comme une forme d'antibioguide. Voilà, antibioguide, par exemple, ou bien même un référent antibiotique, comme on voit dans certains hôpitaux ailleurs, s'ils en ont ici ou pas. Merci.
Merci. Et nous vous remercions pour vos différentes interventions et nous allons laisser la parole maintenant aux deux professeurs invités, professeur Konaté et professeur Sissoko, pour répondre, si possible, à ces questions. Bon, professeur Issa, je peux toujours Oh oui, commencer non. Il y a pas de... dans l'ordre des choses. OK, donc, bon, moi, j'ai noté, effectivement, dans le chat, il y avait une réponse à la question, au cas que j'ai soumis, au cas d'une infection à bactéries à PMR multirésistante qu'on a diagnostiquée dans une structure de Bamako qu'on voulait nous référer. Il y avait des propositions. Il y a certaines personnes qui ont dit qu'ils vont référer, d'autres ont dit qu'ils vont demander l'avis de l'infectiologue en vue du transfert. Et en réalité, si on a vu ce qu'on a dit, le docteur Christian a présenté une chaîne de transmission et le but de la PCI, c'est de couper cette chaîne de transmission. Dans une structure, si vous avez un cas comme ça, il faut l'isoler. Si vous allez le mettre dans votre ambulance, le faire passer dans les couloirs, le faire manipuler par plusieurs autres personnels de santé qui vont le pousser, etc., qui vont aller toucher à d'autres malades, en sachant bien que nous ne respectons même pas les mesures, les précautions standards que le docteur Christina a dit, c'est-à-dire le lavage correct des mains, avant de toucher à chaque malade, après avoir touché à chaque malade, ne pas toucher les portes. Donc, c'est pour dire que, en réalité, des cas comme ça, il faut les isoler. Il ne faut pas le mettre dans l'ambulance pour l'amener ailleurs. Parce que ce qu'on ne peut pas traiter en termes de, si c'est résistant à tous les germes, ben même l'infectiologue ne pourra pas inventer un antibiotique le jour-là pour le traiter. Il y a des règles qu'il faut pour pouvoir traiter ces gens qu'on peut traiter avant que ça n'arrive à la totirésistance, parce qu'on appelle ça les impasses thérapeutiques, ça existe. Et c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, la lutte contre la résistance, quelqu'un l'a dit, hein, c'est en amont qu'on doit lutter contre, en faisant une prescription rationnelle des antibiotiques. Et effectivement, votre notion d'écologie locale est ressortie. Je vais y répondre brièvement en disant qu'il y a des études parcellaires au Mali. Nous faisons des choses de façon ponctuelle, parcellaire, mais dire de rendre les choses systématiques, parce que l'écologie bactérienne au CHU du Point G en 2020 n'est pas la même chose qu'en 2022 ni en 2024. Donc, les choses évoluent. Donc, ça doit être une surveillance permanente. Et des choses sont faites dans ce sens, parce qu'aujourd'hui, la RAM est, comme le professeur Issa Konaté l'a dit, centrale. Et sur le plan national, il y a des choses qui sont mises en œuvre. Il y a des programmes, je ne dirais pas des programmes, des projets qui travaillent dessus en partenariat avec la NEH et en faisant participer tous les autres praticiens des autres spécialités, un référentiel national contre l'utilisation des antibiotiques contre la résistance antimicrobienne qu'on a nommé RENAM, mais ça c'est depuis 2014. Avec l'un des projets qui travaille sur la RAM actuellement, on a écrit des directives nationales pour la lutte contre pour la prescription des antimicrobiens. Ça aussi, c'est disponible. Ça date déjà de 2-3 ans, mais c'est disponible. Mais malheureusement, ces choses ne sont pas bien connues parce que la question est revenue. C'est la question d'Émile. Est-ce qu'il y a un référentiel? Ça existe. Et en plus, l'écologie bactérienne, c'est à vous, c'est à nous, les praticiens dans chaque structure, d'établir cela en faisant la pratique de la bonne pratique de la prescription des antibiotiques, c'est l'antibiothérapie ciblée. Malheureusement, nous avons des contraintes, on le sait. Rares sont les gens qui peuvent payer les examens, rares sont les structures qui peuvent assurer la faisabilité des examens à tout moment. Je vais rapidement finir alors avant que ça ne parte de nouveau. Donc, vous étiez sur la question sur la diarrhée. Oui, la question sur la diarrhée. On n'a pas entendu votre réponse parce que c'était coupé. Sur la diarrhée. Oui. La question c'était, est-ce qu'il y a des mesures sur la diarrhée? Oui. Oui, exactement. Professeur Sissoko. Je disais que, je vais aller rapidement, je disais que pour la diarrhée, ça fait partie des précautions standards. Normalement,
si entre chaque patient, on se lave les mains, on va éviter de prendre quelque part pour aller à l'autre. Ça, c'est d'un. Mais de deux, il y a des précautions complémentaires qui font que quand vous avez des mesures, des cas avec diarrhée qui rentrent dans des précautions contact, on va éviter également, bon, on ne va pas présenter ça sous cette forme, j'ai plutôt dit que le docteur Christine en a parlé de façon globale, mais en réalité, il y a la gestion de l'environnement, la gestion des excréta qui fait partie. Le professeur Issa a dit tout à l'heure que l'administration doit faire en sorte que les structures, les infrastructures soient adaptées aux hôpitaux. La façon de gérer même les excréta, peut-être même si on n'a pas transmis aux voisins et consorts en appliquant les précautions standards, mais ces germes-là vont dans un système, un mauvais système des eaux usées, des excréta, ça peut aller dans l'environnement à côté. Dans le village du Point G, par exemple, il y a eu des études qui ont été faites qui ont prouvé qu'il y avait des germes qu'on retrouvait dans ces effluves. Donc, c'est pour dire qu'il faut appliquer les mesures standards, mais il y avait un aspect de la PCI qui est la gestion des déchets, la gestion des excréta dont on n'a pas parlé. Ça m'amène aussi à dire qu'il y avait une dernière gestion dont on n'a pas parlé. Et dans la PCI, c'est la gestion des accidents d'exposition au sang et aux liquides biologiques. Eux aussi doivent être gérés et ça fait partie aussi de la PCI. Parce qu'il y a des activités qu'on fait qui font qu'on peut avoir des accidents, il y a des moyens de les gérer. Donc, ça aussi, ça fait partie, ça c'est en passant. Donc, pour la diarrhée, il a demandé si ça doit être systématique. Ça doit être systématique. Malheureusement, on a des pratiques, des accompagnants qui sont dans les salles. C'est eux qui font les soins aux malades. C'est eux qui font le nursing. C'est eux qui assistent leurs patients. Et eux, ils n'ont aucune notion de tout ça. Donc, voilà le problème en réalité. Ça doit être fait normalement par le personnel. Le professeur Issa Konaté a parlé de, pour pouvoir faire une bonne PCI, il faut bien qu'il y ait le nombre suffisant d'infirmiers, d'aides-soignants, et pour pouvoir le mettre en pratique. Sinon, ce qui se passe actuellement, c'est pas du tout ça. Donc, je pense que c'est la dernière des choses. Et le dernier commentaire, c'est par rapport à Dr Fousseini Kane, par rapport à la recherche. Effectivement, actuellement, dans notre pays, depuis longtemps d'ailleurs, hein, il y a beaucoup de centres de recherche avec des équipements et des techniques de pointe. Il a dit par rapport à la dengue, on a travaillé dessus, on est en train de travailler dessus, on peut aller jusqu'à la génomique, jusqu'à la protéomique par rapport à cela, pour savoir les différentes choses, les implications. Donc, c'est le lieu aussi de parler au-delà de la pratique clinique ou bien biologique de base, de parler de ces choses qui nous permettent de mieux comprendre toutes ces maladies qui sont là, dont les maladies à déclaration obligatoire, dont la dengue qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, c'était un peu ça que je voulais dire par rapport aux différentes questions. J'espère avoir été contributif. Merci. Okay. Merci beaucoup, professeur Sissoko. Rapidement, on va donner la parole au professeur Konaté s'il a d'autres ajouts par rapport à ça. Merci beaucoup. Juste pour dire que par rapport à la question de Dr Kane, pour dire que déjà c'est là important parce qu'on a vu déjà avec l'épidémie de dengue, vous avez entendu parler à un moment donné de chikungunya et puis de Zika. Donc, si on disait aux gens que ces germes circulaient chez nous, on n'allait pas croire. Mais il a suffi seulement que peut-être, je dirais comme ça, Fousseini peut me rectifier, peut-être par un hasard du fait qu'un test qui était combiné, en tout cas dengue, Zika et chikungunya, on a pu diagnostiquer des cas. Donc, de la même manière, il est effectivement nécessaire, si les moyens sont là, vraiment de pouvoir faire la séroprévalence de ces pathologies et pouvoir y veiller permanemment pour qu'on ne puisse pas passer à côté de ces infections. Concernant la diarrhée, le professeur Sissoko a déjà dit, parce que ce qui nous arrive le plus souvent, parce que la personne disait que est-ce qu'on devrait attendre d'abord diagnostiquer s'il y a Clostridium avant de prendre les précautions? Non. Dès que déjà il y a des symptômes, on ne va pas attendre que faire un diagnostic. Les précautions standards déjà devraient être appliquées. Et on devrait être le plus prudent possible. Vous avez vu même au temps de Ebola, on a vu beaucoup de personnes maintenant qui pleurent et qui étaient beaucoup plus pressées que le résultat du malade sorte avant même que le malade même. Parce qu'on a déjà touché au patient avant, on n'a pas pris les précautions.
Et c'est après maintenant, on vient soupçonner que ça peut être Ebola. Et lorsqu'on dit que le prélèvement est fait, c'est en ce moment le médecin rentre dans son bureau et il commence à pleurer. Et il est plus stressé que le patient qui a été prélevé. Donc, on ne devrait pas dire d'abord faire le diagnostic avant de prendre les précautions. Ça devrait se faire de façon systématique. Concernant l'écologie, professeur Sowa a dit, je vais passer là-dessus. Par rapport à la prescription, en plus maintenant des documents qui existent, au niveau des structures de santé, il devrait y avoir, sinon même, il y a des comités thérapeutiques qui sont là. Peut-être c'est de redynamiser ces comités, les rendre beaucoup plus fonctionnels. Également, les comités de lutte contre les infections nosocomiales devraient être au niveau de nos structures. Et c'est en partant de là qu'on a vu même une classification des antibiotiques en parlant de la classification Howard en 3 classes. Donc, il y a des antibiotiques qui devraient être disponibles pour traiter de façon disponible pour tout le monde. D'autres, en partant directement compte tenu du temps, du 3e groupe des antibiotiques qui devraient être réservés. On ne devrait pas se dire tout simplement que les visiteurs nous excusent. Hein. Un visiteur vient seulement faire la promotion d'un antibiotique aussi de classe C maintenant, donc qui devrait être réservé, et que systématiquement, quand un patient arrive, que je puisse prescrire. Non. Donc, cela devrait être une règle et cela va permettre de contrôler la prescription des antibiotiques et ça peut réduire, n'est-ce pas, les prescriptions abusives ou même de façon inappropriée. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter à tout ce que les uns et les autres ont pu dire. Et je remercie encore une fois de plus la 7e promotion pour cette belle initiative. Merci, professeur Konaté. Avant de conclure, on a certains professeurs avec nous qui ne sont pas dans la liste des invités d'honneur, mais qui nous a fait quand même un honneur d'assister à cette présentation, notamment le professeur Bakary Tchentigui et le professeur Abdulaziz Diakité, ainsi que le professeur Mamadou Sima. Si ils ont des questions ou des contributions par rapport à la présentation, ils ont la... Je vois aussi le professeur Ibrahima Guindo. Hein. Ah oui. Ok, le professeur Ibrahima Guindo aussi. Merci d'avoir signalé. Merci. Le micro est à vous. Sinon, professeur Guindo peut bien parler par rapport à la RAM. Déjà, concernant la surveillance, professeur Sowa a parlé d'un projet, en tout cas avec des sites sentinelles, 5 sites sentinelles qui a permis quand même de faire, en tout cas, la surveillance et ce qui s'étend aussi de plus en plus, même si souvent les moyens font défaut. Sinon, il y a un plan d'action de lutte contre la RAM qui a été élaboré et validé techniquement depuis 2018, même si nous attendons encore la validation politique. Mais le professeur Guindo, vraiment, étant le point focal de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, est le mieux placé aussi et qui est aussi auteur, n'est-ce pas, du journal. Il y a maintenant des comptes rendus qui sont faits et des données qui sont envoyées à l'OMS aussi par le système GLAS. Donc, il peut encore beaucoup plus nous édifier par rapport à ça. Ok, professeur Guindo, vous avez la parole pour faire une intervention. Alors, il est connecté, peut-être probablement qu'il s'est déplacé, c'est possible. Et professeur Bakary Tchentigui, est-ce que vous avez une contribution par rapport à cette présentation? Moi ou les autres? Le professeur Aziz a activé bonsoir, je suis là. J'écoute, j'ai écouté attentivement. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de suivre tout ça. Vraiment, félicitations à la 7e promotion des femmes et des hommes réunis pour la science et pour le développement professionnel continu, ainsi que les connaissances. Vraiment, je suis ravi de participer. Et félicitations aussi à Dr Keita qui a présenté, ainsi qu'aux 2 professeurs Konaté, que je salue, ainsi que Sissoko. Franchement, je suis ravi, rien à dire. J'ai bien apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Professeur Sima, vous avez la parole aussi si vous voulez faire une intervention. D'accord. Et professeur Guindo, le professeur Aziz avait activé son micro. Professeur Aziz, vous avez la parole. Ok, merci. Je ne voulais pas intervenir, mais parce que je suis loin là, je suis un peu en déplacement. Félicitations à toute l'équipe d'organisation, à la promotion, à la 7e promotion, aux anciens qui ont participé à
ce webinaire-là. Seulement, moi, j'ai une petite crainte pour les antibiotiques parce qu'il faut qu'on fasse très attention. Nous avons un plateau technique qui répond pas suffisamment à ce que nous voudrons. Donc, souvent, il faut faire très attention avec les associations d'antibiotiques pour ne pas utiliser les antibiotiques de réserve pour les affections banales. Pour cela, il faudrait certainement renforcer le plateau technique, quoi. Parce que dans le monde, là, ça ne sert à rien de se voiler la face, hein. Moi, j'aurais souhaité quand même qu'au niveau de nos hôpitaux, qu'on puisse nous rendre des antibiogrammes. Ça, c'est ce qui est important. Les infectiologues le savent plus que moi, que cela soit et qu'on puisse faire des choix des antibiotiques qu'il va falloir choisir en fonction des germes. Donc, le délégué, il va m'excuser, mais je suis un peu comme ça. Je pense que il y a des antibiotiques qui doivent être réservés au milieu hospitalier. Ma crainte, c'est l'utilisation de ces antibiotiques à tous les niveaux et par tout le monde. Ça, c'est parce que demain, nous serons là, des malades là. Aujourd'hui, nous traitons les malades, mais demain, nous serons malades. Et si ça trouve que la rame a augmenté, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va utiliser comme traitement. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Sinon, c'était très, très bon. C'était fantastique, les communications. Félicitations à vous tous. Je suis un peu loin, je ne suis pas à Bamako. OK. Merci beaucoup, professeur Abdulaziz. Nous allons donner la parole au professeur Mamadou Sima. Vous pouvez activer votre micro, professeur Sima. Bien, merci et bonsoir à toutes et à tous. Je suis très ravi d'avoir participé à cet événement et je félicite la 7e promotion pour cette initiative et j'ose espérer que cela va continuer puisque le développement professionnel continu est une exigence pour les soins de qualité. Alors, par rapport à la thématique, le commentaire que je voudrais faire, les infections constituent un problème de santé publique, on l'a dit, et en 2030, des prévisions disent que les gens vont mourir d'infections qu'on ne pourra pas traiter. Donc, ce qui fait que les antibiotiques, comme l'a dit le professeur Diakité, il faut qu'on les utilise de façon judicieuse et que la ligne qu'on devrait avoir en cas d'infection grave soit préservée autant que faire se peut. Malgré le fait que nos amis visiteurs médicaux, quand ils viennent, ils parlent de leurs molécules, mais il faudrait bien que les prescripteurs que nous sommes restons vraiment des gens raisonnables et qu'on utilise les molécules à bon escient. Ça, c'est extrêmement important. Par ailleurs, l'attitude des soignants dans nos structures, dans nos formations sanitaires, est à revoir, notamment par rapport au port de la tenue de ville dans les salles de soins et la tenue de soins à l'extérieur des structures. Il faut que vraiment nous mettions un accent sur cela, notamment les médecins qui sont dans des structures, dans les services. Il faut que nous sensibilisions nos collaborateurs et collaboratrices à ce que vraiment les tenues de travail restent sur le travail, les tenues de ville soient réservées pour cela. Ça, c'est extrêmement important. Et cela, je pense, est possible. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Il faut juste que les gens se montrent un peu plus rigoureux par rapport à cela. Et encore, merci à toutes et à tous. Et j'espère que vous allez continuer sur cette lancée. Bien. Merci beaucoup. On va prendre le dernier intervenant avant de conclure. C'est monsieur ou madame Arama Dominique qui avait levé la main. Vous avez la parole, Arama Dominique. Oui. Bonsoir, merci beaucoup. C'est monsieur Arama Dominique. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Très bien, juste vraiment pour remercier la 7e promotion et l'ensemble des participants et surtout nos professeurs pour ce webinaire. Beaucoup d'informations riches. Moi, ma contribution, c'est juste pour la préservation des antibiotiques que nous avons. Et dans ce cadre-là, je pense que beaucoup d'actions sont en cours. Donc, professeur
Issa nous a parlé, Konaté nous a parlé, par exemple, de la RAM, professeur Sissoko également, des actions qui sont en cours dans le cadre vraiment de la protection de ces antibiotiques. Et pour arriver donc à renforcer cette lutte, dernièrement, nous avons révisé la liste nationale des médicaments essentiels en intégrant la classification AWARE dont le professeur Konaté a parlé, c'est-à-dire des groupes d'antibiotiques classés selon l'OMS donc en 3 catégories. Les antibiotiques dits accessibles à tous. Certains doivent être surveillés et d'autres sont vraiment de réserve. Et dans ce cadre-là, la nouvelle liste qui va apparaître catégorise et par niveau de soins de la pyramide, on classe tous les antibiotiques qui peuvent être utilisés, donc selon cette classification. Donc ça va permettre vraiment de guider les prescripteurs par rapport à leur choix. Donc, devant une situation donnée, il faut voir qu'est-ce qu'il y a de réserve, ne pas aller tout de suite choisir ça comme un antibiotique de première intention. Et dans ce cadre-là, il est important d'avoir recours à cette liste nationale des médicaments essentiels qui va être mise à la disposition des formations sanitaires. Donc, c'est vraiment pour rassurer aussi que des actions sont en cours dans ce cadre-là, rassurer le professeur Abdulaziz, c'est assez inquiétant si vraiment on ne fait pas attention, et encourager ces initiatives vraiment de webinaire afin que des informations comme ça puissent être véhiculées à tous les prestataires, tous les acteurs vraiment de la santé. Merci encore et moi j'ai vraiment apprécié les échanges au cours de ce temps de webinaire. Merci encore. Ok, merci beaucoup. Mais une dernière chose, vous ne vous êtes pas présenté, Arama Dominique. Docteur donc Dominique Arama, directeur adjoint de la pharmacie et du médicament. Ok. Donc, nous sommes pratiquement au terme de cette présentation. Nous allons saluer ici les représentants du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, à savoir le docteur Michaela Kaboré, qui est parmi nous. Et nous allons donner la parole à nos 2 professeurs invités d'honneur pour donner leurs mots de conclusion. Ensuite, nous allons faire une séance photo après ces mots de conclusion et avant que les différents participants ne se retirent. Professeur Konaté et professeur Sissoko, vos derniers mots de conclusion. Bon, merci beaucoup. Nous pensons que ça ne pourrait être que des mots de remerciement, de félicitations et surtout d'encouragement à poursuivre cette belle initiative, à ne pas du tout se décourager, parce que nous pensons que c'est vraiment très nécessaire. C'est vrai, il y a beaucoup de gaps qu'on doit surmonter, mais unis ensemble et de façon consciente, nous pensons que nous pourrons effectivement améliorer de façon qualitative, n'est-ce pas, la situation. Le directeur adjoint a dit tout de suite, si tout le monde prend conscience, n'est-ce pas, que la prescription ne devrait pas se faire de façon anarchique, comme du hasard, et également, si nous arrivons à sensibiliser les hautes autorités pour améliorer le plateau technique, parce que la prescription aussi est liée au bon diagnostic. Lorsqu'on n'a pas un bon diagnostic, il devient très difficile de prescrire correctement. Et lorsqu'on a des laboratoires qui nous permettent effectivement de faire, d'isoler, d'identifier les germes et de faire des tests de sensibilité de façon correcte, cela peut beaucoup contribuer effectivement à améliorer la prise en charge. Et également, comme nous l'avons dit, donc au niveau de nos locaux, de nos structures, donc d'essayer de mettre le minimum de commodité pour adapter ces structures, parce qu'on va beau avoir les règles en tête, mais si nous trouvons dans certains environnements, ça devient très compliqué. Par exemple, des patients où on devrait isoler, mais il se trouve que le patient arrive, il n'y a pas de salle libre, il n'y a pas de salle d'isolement. Qu'est-ce qu'on va faire?
Est-ce qu'on va laisser le patient partir à la maison comme ça et peut-être se retrouver avec beaucoup de commentaires sur les réseaux encore? Donc, vous voyez que le plus souvent, on est amené à mener certaines actions parce que par le fait que les conditions ne s'y prêtent pas. Donc, nous devrons quand même, nous voudrons souhaiter que ces conditions d'amélioration aussi vont ensemble avec les connaissances du côté des praticiens. Merci une fois de plus pour la confiance portée en nous et nous vous rassurons encore que nous serons toujours à disposition aux besoins. Bon vent à cette promotion et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, professeur Konaté. Et professeur Sissoko, vos derniers mots de conclusion. Professeur Sissoko. Oui, bon, je ne vais pas ajouter autre chose comme le professeur Issa Konaté vient de le dire, vient de parler. Je pense qu'on a un peu glissé sur la résistance aux antimicrobiens parce que c'est ça la finalité, c'est ça qui fait peur maintenant. Mais ce que j'aimerais dire quand même, c'est que tout un chacun ici aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que quand nous retournons, nous changeons nos pratiques en termes de précautions standards, en termes de précautions complémentaires, que nous ayons toujours en tête la prévention et le contrôle des infections. Nous allons remettre à Dr Christine pour qu'elle vous fasse parvenir le document, le RENAM. Elle doit même l'avoir déjà, hein, le RENAM qui est quand même un peu obsolète maintenant, mais également les directives nationales dans la prescription, dans l'usage des antimicrobiens, pour l'usage des antimicrobiens et également les documents sur les maladies à déclaration obligatoire. Merci. Donc, merci bon beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à tous les participants à cette présentation. Nous étions au minimum 103 personnes à participer à cette présentation ce soir et nous tenons à vous remercier pour ça et nous remercions également vraiment nos deux chers maîtres, professeur Konaté et professeur Sissoko, ainsi qu'à tous les autres professeurs qui ont participé à cette présentation. Vous pouvez rester quelques minutes, on va faire la séance photo avec les professeurs. Et Fousseini Kane et Mohamed Emile, je pense que vous êtes mieux placés pour faire cette séance photo plus que moi et je vous laisse la main pour faire ça. Déjà du point G. Donc, je pense que Maïga, tu peux activer déjà ton screenshot pour qu'on puisse... et il sera demandé à tout le monde d'activer leur vidéo, leur caméra, afin qu'on puisse faire la séance photo. Merci pour tout.